Pour reprendre depuis le début, moi je suis née en Normandie, je suis née à Pont-Audemer exactement, puis après, à l'âge de 4 ans, mes parents sont venus à Rouen, donc j'ai beaucoup vécu à Rouen et c'est là que j'ai fait les beaux-arts de Rouen, voilà, pendant 3 ans et à l'époque, quand vous faisiez les beaux-arts pendant 3 ans, vous pouviez rentrer directement aux arts déco à Paris en 2e année. Donc j'ai fait ça. Je suis montée à la capitale parce qu'à l'époque, il fallait monter à Paris pour réussir. Donc je suis montée à Paris juste après 68, voilà. Et donc j'ai fait 2 années aux arts déco. J'ai pas fini le circuit. Et puis parallèlement à ça, Étienne Robial, que j'ai connu aux Beaux-Arts de Paris, parce qu'on est tous les deux rouennais, était parti faire son service militaire. Parce qu'il faut dire qu'on avait fait de la tôle en 68. Voilà. Et donc lui était parti en disciplinaire en Allemagne et tout, et on s'est retrouvés à Paris. Et c'est là qu'on a commencé à travailler tous les deux. On faisait des illustrations un peu pour les journaux, gauche à droite. Et on a rencontré donc Jean-Claude de Repère, qui vendait lui plutôt des bouquins de science-fiction, qui nous a dit il y a un mec dans le 15e qui a une librairie de bande dessinée qui voudrait la vendre, parce qu'il en a marre, il veut plus s'occuper de ça, il voudrait la vendre. Et donc on a été rencontrer le personnage qui s'appelait à l'époque Robert Roquemartin, et qui avait ouvert cette librairie il y a 2 ans ou 3 ans avant. Qui avait pris la suite de Jean Boulet. Jean Boulet, qui avait lui vraiment ouvert la première librairie de science-fiction et de bande dessinée à Paris, qui était rue du Château, et donc Robert était son vendeur. Et quand Jean Boulet est décédé, il a ouvert la librairie Futuropolis, que nous, on en a repris. Voilà. Et je raconte ça dans un livre qui s'appelle La véritable histoire de Futuropolis. Donc on reprend la librairie Futuropolis après Roquemartin en 72. Et bien sûr, on n'y connaissait rien en bande dessinée. Moi, j'ai fait toute mon éducation à la librairie Futuropolis. Et Robert a été d'un grand secours pour ça, parce que il nous a montré, moi je connaissais comme tout le monde Tintin, Bécassine, les trucs français et tout ça, mais il nous a fait découvrir toute la bande dessinée américaine, d'autres pays, espagnols et tout. Enfin, c'était vraiment le lieu. C'était le lieu où tous les amateurs de bande dessinée se rassemblaient. Nous, notre intention, c'était de faire de l'édition, bien sûr. C'était pas de vendre des petits Mickey. Donc ça va. On l'a gardé pendant 5 ans. Mais le monsieur qui vient chercher le samedi après-midi son Mickey qu'il lisait quand il était petit, ça fait rire au début, puis après on a envie de le tuer, quoi. Donc les collectionneurs de bande dessinée, voilà, ils nous ont bien aidés financièrement, merci, mais voilà, c'est l'édition qui nous intéressait, donc on a très vite, 2 ans après, commencé les premières éditions. Donc on a commencé par un 30-40, ce qu'on appelait à l'époque un 30-40, c'est-à-dire format 30-40, pour être au plus près de l'original. Parce qu'effectivement, on avait été chez Madame Calvo, on avait retrouvé des originaux, et c'était magnifique, magnifique originaux, et donc on a fait 30-40, c'est le maximum que l'imprimerie pouvait prendre en format, quoi. Voilà. Donc le premier, c'est Calvo, et ça s'appelait Calvo du nom de l'auteur. Et donc on a aussi lancé la notion d'auteur. On trouvait ça magnifique, les dessins de Calvo, et donc on a retrouvé sa veuve qui était toujours vivante et tout. Elle habitait dans, je sais plus, 12e, 10e, je sais plus. Et donc on arrive chez elle et tout. Et donc il y avait donc les originaux de La Bête est morte, eux, étaient reliés dans un beau livre en cuir épais comme ça. Les originaux, donc nous montre ça. Puis on lui dit, vous en avez pas d'autres? Elle dit, oh oui, les autres ils sont à la cave. Donc on descend à la cave et tout. Et tout était, voilà, il y avait une espèce de placard ouvert et les originaux traînaient par terre. Il y en avait partout et tout. Et surtout le petit-fils à l'époque qui s'appelait Franck, et qui s'appelle toujours Franck d'ailleurs, c'est lui l'héritier. Crayonnait un peu dessus, mettait en couleur les originaux de papy, quoi. Donc on a dit à la veuve, oulala, peut-être faut pas les laisser à la cave, ils vont s'abîmer et tout, il vaut mieux les remonter chez vous parce que ça va s'abîmer. Voilà. Et donc on a fait le premier 30-40 avec ces originaux. Cette collection, effectivement, c'était une réédition la première, puis après on a édité quelques auteurs comme Tardy, Jérôme Moebius, des Américains comme Baudet, comme Jeff Jones et choses comme ça. Donc le choix, c'était Tardy, c'est parce que il venait à la librairie, il était client de la librairie, puis on a parlé, puis il a dit j'aimerais bien faire ça et tout. Alors on lui a dit oui, oh oui, on va faire un grand format et tout. On s'est bien entendu avec lui tout de suite. Moebius, c'était plutôt son côté science-fiction qu'on voulait mettre en avant, donc on a repris des illustrations de science-fiction surtout. Et puis les Américains, parce qu'on a été en Californie, on a rencontré quelques Américains, Baudet, Jones et tout ça. Pour eux, c'était magnifique de faire des bouquins à ce format-là avec leurs originaux, ils étaient très contents, quoi. Alors après, il y a eu Schlingo, après il y a eu Götting, il y a eu quand même pas mal de monde, et puis il y a Jean-Christophe Menu qui ressort effectivement
la collection 30-40 et qui refait un 30-40 récemment, quoi. Alors, moi, au sein des éditions Futuropolis, je me suis surtout occupé d'une collection qui s'appelait Copyright. Et donc, c'est la réédition des grandes bandes dessinées américaines, que ce soit le Superman, Mandrake, Popeye et compagnie. Donc, c'était ces strips. Alors, les strips paraissaient dans les journaux américains, un par semaine, et puis le dimanche, il y avait une grande planche. Voilà. Les auteurs américains, d'ailleurs, c'était des bosseurs, parce que les mecs, ils se tapaient un strip tous les jours, et une planche le dimanche, waouh, ça c'est une bonne école. Donc moi, je m'occupais de cette collection, donc je trouvais ça formidable. Et, et cette collection, on a dû en faire 250, je crois, ou 180, je ne sais plus exactement, mais c'est une très belle collection. Et ce qui était difficile, c'est de trouver les documents. Donc, parce que on allait dans les agences américaines acheter les droits, mais les mecs nous filaient pas de documents. Il fallait se débrouiller pour trouver les documents. Donc, heureusement, il y avait des collectionneurs, dont Claude Glasser, pour ne pas le nommer, et qui m'a trouvé beaucoup de documents, ainsi que 2-3 collectionneurs américains, puis surtout en Italie. Les Italiens sont très rééditeurs de bandes dessinées anciennes, donc voilà, avec tout ça, j'arrivais à faire un copyright par année, quoi, voilà. Et donc c'est une belle collection, et moi je recommande effectivement aux jeunes dessinateurs de lire les grands classiques de la bande dessinée, parce que c'est toujours utile, quoi. Donc les éditions Futuropolis, bah, c'était une famille, c'est vraiment la famille, il y avait le papa, qui était Étienne Rambial, moi j'étais la maman, voilà, je m'occupais plutôt des auteurs, nounous d'auteurs, donc je me souviens très bien avec des auteurs qui sortaient du bureau d'Étienne complètement démontés, parce que Étienne, une caractéristique, c'est qu'il était extrêmement désagréable, et je leur disais aux auteurs, ah mais si t'es engueulé, c'est plutôt bon signe, c'est qu'il va t'éditer, quoi. Donc je les rassurais à la sortie. Et puis il y avait eu les enfants après, alors il y a eu du genou, voilà, du genou qui est venu très tôt. Et puis on a monté notre propre maison de diffusion, parce qu'à l'époque personne ne voulait nous diffuser, les 30-40 et tout le monde nous disait c'est invendable, c'est impossible de mettre dans les librairies. Et donc on a monté notre propre maison de diffusion, donc et bien à la fin on était 25 personnes. Alors on était, je pense, pas mal doués pour faire de l'édition, mais pour faire de la gestion, là on était nul de chez nul, donc c'est pour ça on a fini par se ramasser, et puis on n'était pas fait pour ça, quoi, voilà. Alors c'est au sein de Futuropolis que j'ai créé ce petit personnage qui au début, voilà, s'appelait Harry Mixon, et que j'avais créé je me souviens, avec un mec qui travaillait à Radio France qui s'appelait Olivier Nanteau. On avait publié les premières aventures d'Harry Mixon à l'Écho des Savanes, voilà. Donc ce personnage, c'est un espèce de Mickey à qui on a coupé les oreilles, on a mis un béret, on a mis des chaussons au lieu des chaussures jaunes, et puis allez hop. Mon maître absolu du gros nez, c'est quand même Franquin, donc quand j'étais petit, j'ai vu arriver Gaston Lagaffe, quoi. Je recevais mon Spirou et tout, et on a vu ce personnage arriver. Pour moi, voilà, c'était formidable. Donc j'ai adoré Franquin, j'ai lu beaucoup de Popeye aussi. Enfin, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées avec des gros nez. Pour moi, c'était évident qu'un jour, si j'allais faire de la bande dessinée, j'allais faire un personnage avec des gros nez. Et tant qu'à faire un gros nez, j'en ai fait un énorme. Alors c'est vrai qu'au début, ils étaient vraiment énormes, les pifs. Là, c'est un peu réduit, mais tous mes personnages voilà, on la marque de fabrique gros nez. C'est comme ça qu'on reconnaît mon dessin aussi, quoi. Comment je fabrique mes histoires? Je prends un cahier de brouillon, voilà, un cahier de brouillon, j'accumule un peu la documentation et tout, et puis j'y vais. Voilà, je prends des notes, plein de notes, et puis après je découpe page par page, je fais mon petit cahier, et quand le petit cahier il est fini, je me mets au dessin. Et là, c'est le plaisir, c'est le bonheur, parce que j'ai ma planche là, et je crayonne, bien sûr, je fais un crayonné, puis après je repasse à l'encre, tout au pinceau, bien sûr, très important, parce que ça fait un trait assez souple, j'aime bien, le trait libéré comme ça. Et puis après, ben voilà, après je fais de la couleur, parce que je fais la couleur moi-même aussi, à l'ancienne, hein, sur des bleus, voilà. Futuropolis, bah, j'y ai travaillé, on s'est fait racheter par Gallimard en 89, je crois, 90, et donc moi je suis resté un peu au sein de Futuropolis, mais très vite, c'était plus ma maison d'édition, j'étais plus ou moins salarié, enfin bref, voilà, j'avais envie de faire autre chose. Alors j'avais aussi envie d'avoir un enfant, donc j'ai eu un enfant, voilà, j'avais 38 ans, 40, il était temps. Et donc je me suis dit, oh, je vais aller plutôt faire de la bande dessinée, mais en tant qu'autrice, quoi, à plein temps. Et donc c'est là que j'ai commencé ma carrière d'autrice, d'autruche, moi j'aime bien dire autruche, ça me fait rire, de bande dessinée.
Et donc, mon premier album, c'était Le Démon de Midi, que j'ai été faire chez Dargaud, parce qu'à l'époque, c'était Guy Vidal qui m'avait dit: «Mais viens, viens, viens chez nous», parce que bien sûr, je voulais plus aller à Futuropolis, puisque Étienne m'a fait vivre Le Démon de Midi, donc j'avais besoin de raconter cette histoire, et donc je l'ai fait chez Dargaud, avec Guy Vidal, qui au début fait un petit tirage en disant: «Bon, la fille qui raconte son largage, ça va pas marcher, ça va pas intéresser beaucoup de monde», et puis non, ça a super bien marché et tout ça, et ça a fait une pièce de théâtre, bien sûr, parce que j'ai été contacté par Michel Bernier, qui l'a adapté au théâtre, et puis après il y a eu un film et tout, et donc c'est parti comme ça, c'est drôle, et voilà. Et donc après j'en ai fait d'autres démons, j'ai fait le démon d'après-midi, la femme de 50, les démons du soir, la femme de 60, et là je vous fais les démons de mamie, la femme de 60, 80, jusqu'au bout, quoi. Voilà. Donc ça sera le dernier. Moi, l'humour, c'est mon moteur, hein. Toute ma vie, j'ai mis le nez de clown et puis j'avance comme ça, quoi. Voilà, alors je pense que c'est mon côté normand. Ma mère est normande et tout, et je me souviens que la famille normande du côté de ma mère, c'était vraiment des clowns et des rigolos. Et donc j'ai hérité un peu de ça. Donc parmi les gens qui ont marqué mon parcours, il y en a un que j'ai adoré, c'était Charlie Schlingo. C'était le premier qu'on a rencontré et tout. Et vous ne rencontrez pas deux êtres comme ça dans votre vie, quoi. Il était vraiment fou, mais tellement drôle. Il m'a fait rire, mais aux larmes, quoi. Et donc il a des anecdotes formidables. Et donc on a fait avec Jean Telet, qui l'a bien connu aussi. On a fait un livre tous les deux avec cette phrase: «Je voudrais me suicider, mais j'ai pas le temps». Alors c'est toujours ce qu'il disait quand on le rencontrait. On disait: «Ça va, Charlie?» Il disait toujours: «Oh, ouais, je voudrais me suicider, mais j'ai pas le temps». Et hop, il repartait comme ça. Alors Jean Telet, on s'est connus, je crois que non, il n'avait pas fait non, il a pas fait le bouquin chez nous, mais on s'est connus avec le Mixon BD Club et tout. Il jouait au foot et tout. Enfin, c'est un personnage qui passait comme ça, on voyait souvent, et lui aussi, il m'a beaucoup fait rire, et c'est un mec que j'ai beaucoup aimé, et qui m'a sorti quand j'étais au fond du trou, que j'étais en dépression et tout, c'est lui qui m'a dit: «Mais allez, fais-le ton démon de midi et tout, je te ferai une préface et tout». Lui aussi, il commençait en tant qu'écrivain, et c'était un peu son premier livre qui sortait, et donc on s'est toujours accompagnés. Et je me souviens qu'il y avait un éditeur chez Dargaud qui avait dit: «Oh, le grand con qui se prend pour Rimbaud, il a fait une préface et tout». Et je lui dis: «Il y aura toujours une préface de Jean Telet dans tous mes bouquins maintenant, puisque c'est comme ça». Et donc il m'a effectivement fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de préfaces de bouquins, et c'est un ami très cher, et sa disparition voilà, je m'en suis pas remise encore. Le succès du Démon de Midi, c'est comme, effectivement, ça marchait très bien, ça marchait beaucoup avec le bouche à oreille entre femmes qui se disaient: «Ah mais oui, le mien aussi m'a quitté, gna gna gna», et tout ça. Et mais c'est quand j'ai été contactée par Michel Bernier, qui est quand même la fille du professeur Cheron, qui m'a dit: «Je veux adapter, votre bouquin au théâtre». Alors je la rencontre et tout, elle était enceinte. Enceinte, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'elle vient me parler du Démon de Midi, ça a l'air d'aller et tout ça». Non, non, elle vivait à l'époque avec Bruno Gassio, qui lui aussi le quittait, donc elle sentait bien son sujet, quoi. Elle sentait bien le sujet, et donc sur scène, elle a été, extraordinaire. Elle l'a joué pendant 4 ans, je crois, tous les soirs et tout, et je me souviens, elle a fini à l'Olympia, elle a bourré l'Olympia pendant une semaine, et moi j'y suis allé 2 ou 3 fois, parce que moi je regardais la foule derrière là, c'est énorme l'Olympia, la foule derrière et tout, et toutes les nanas: «Ouais, allez, oui, allez, encore, encore, encore», c'était extraordinaire, et c'est vrai que l'adaptation suivait bien mon album, ce côté on rit, on pleure et tout ça jusqu'au bout, et c'était c'était formidable. Alors Albert Algou, je l'ai connu à Canal et tout, comme Étienne travaillant à Canal, faisant ça, et puis on s'était côtoyés comme ça, et puis quand j'ai eu le Grand Prix d'Angoulême, à l'époque, le Grand Prix d'Angoulême constituait son jury. Alors moi, pour énerver tout le monde, bien sûr, à l'époque, j'avais pris 9 femmes et un mec. Et le mec que j'ai choisi, c'était Albert Algou. Et donc, je me souviens qu'il nous a fait extrêmement rire et tout, et c'est un mec avec qui je m'entends bien, et on s'est toujours dit qu'on allait faire des choses ensemble. Alors, un jour, il me raconte son histoire de prof. Il m'a dit: «J'étais prof avant», il me raconte cette histoire de prof. J'ai dit: «Mais c'est génial, ça, faut le raconter en bande dessinée». Il me dit: «Mais non, ça intéressera personne». Mais j'ai dit: «Mais si, c'est un témoignage d'une époque, d'une certaine race de professeurs, un peu comme Daniel Pénac et tout, qui ont sauvé un maximum d'enfants de l'échec scolaire, en les emmenant voir des expos, en les emmenant au cinéma, en leur racontant des histoires, en l'emmenant au théâtre et tout». Et donc j'ai dit: «Mais ça, faut le raconter». Moi, le Grand Prix d'Angoulême que j'ai eu en 2000, donc ça fait quand même 25 ans, ça remonte. Moi, c'était à l'époque, c'était les anciens qui choisissaient
le futur prix d'Angoulême. Donc moi, j'ai été choisie par Moebius, Tardy, voilà, tous les Bilal et compagnie. Donc, waouh! J'étais même pas à Angoulême à l'époque. Je devais pas y aller. J'étais là chez moi et tout. Et mon fils me dit, il faut que tu rappelles Angoulême, je sais pas, ils veulent, voilà. Et je m'y attendais pas du tout, mais du tout. Et donc j'ai sauté dans le premier train arrivé et tout ça. Et là-bas à Angoulême, j'ai retrouvé tous les copains, on a fait la fête jusqu'à pas d'heure et tout. Mais non, c'était... Et donc que je sois choisi par des grands talents avant moi, c'était formidable. Claire Bretéché, que je considère comme ma grande sœur, elle est quand même un grand talent et bien avant moi, avait un prix le prix du 10e anniversaire, voilà, en même temps que Crom, voilà, je pense qu'ils avaient eu ensemble. Donc elle n'a pas été choisie vraiment, mais moi j'estime qu'elle est avant moi, bien sûr. Quand j'ai commencé dans la bande dessinée, on n'était pas nombreuses, hein, on était 3 ou 4, hein, il y avait Claire Bretéché, Annie Gosinger, Chantal Montelier et moi, je crois qu'on était, voilà, peut-être une ou deux que j'oublie, on était vraiment pas nombreuses. Et maintenant, elles sont plus nombreuses, mais je pense que c'est parce que il y a eu des auteurs qui se sont adressés, je pense notamment à Franquin, qui s'adressait, leur bande dessinée ne s'adressait pas qu'aux garçons ou aux filles, c'était voilà, c'est un peu pour tous les jeunes, et c'est ces gens-là qui ont influencé les autrices de maintenant, qui sont décomplexées à cause de ça. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, on offrait des bandes dessinées à mon frère, moi, il fallait plutôt que j'apprenne à faire de la couture ou tenir une maison, quoi. Et donc, c'était quand même un milieu très masculin. Et donc, c'est certains auteurs, même Tardy, même un Tardy, voilà, il a mis une héroïne un peu en évidence. Et ces auteurs-là ont fait que les filles se sont intéressées à la bande dessinée, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup maintenant qui font de la bande dessinée, et c'est tant mieux, parce qu'elles ont aussi des histoires à raconter.